Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, nous nous retrouvons dans le cadre de votre émission FM Exclusivité où nous allons parler des infrastructures en République démocratique du Congo. La population s'est plainte à Kinshasa à travers la République sur l'état des routes. Plusieurs routes sont en état de dégradation très avancé, bien que des travaux qui se font. Mais il y a de ces chaussées ou de ces routes, 3 mois, 6 mois après avoir été réhabilitées, reviennent à la même état ou au même niveau qu'avant. Nous voyons Kinshasa aujourd'hui, il y a des embouteillages partout. Donc on pense que c'est aussi le problème de route dans la ville de Kinshasa parce que plusieurs routes sont dans un état de délabrement très avancé. Nous prenons le cas de l'avenue Kasai, Bokassa, il y a l'avenue Kabambar dans la commune de Kinshasa, qui traverse la commune de Lingwala jusqu'à dans la commune de Barumbu. Il y a plusieurs routes qui sont dans un état de délabrement très avancé. C'est pourquoi nous avons choisi un expert dans ces domaines pour essayer d'en parler. C'est vrai que nous allons évoquer plus Kinshasa, mais nous allons aussi évoquer l'intérieur du pays parce que les infrastructures, ce n'est pas seulement dans la capitale de la République démocratique du Congo, c'est partout à travers la République. Nous recevons pour vous l'ingénieur Mike Wango Bofotola. Il est ingénieur en travaux publics de l'État, diplômé en France, et puis ingénieur en travaux publics à l'INBTP. Il est géotechnicien de route. Il a été PDG AI de la RVA, DGA à l'Office de route, inspecteur à l'Office de route, directeur de travaux neufs à l'Office de route, et il a été DG chercheur à l'Office de route. Plusieurs fonctions qu'il a eu à occuper et tout tourné autour de ses études, de son expertise, et nous avons choisi partager avec lui ces moments pour qu'il essaye de nous faire voir la réalité de nos infrastructures routières à travers la République démocratique du Congo. Je m'en veux déjà le saluer. Bonjour ingénieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va. Nous vous souhaitons déjà le vœu le meilleur. Cette année 2024 tend vers sa fin. Espérons que l'année 2025 sera beaucoup plus meilleure que l'année 2024. Pareillement, merci. Qu'est-ce que vous vous dites en général quand vous regardez l'état des infrastructures routières en République démocratique du Congo? Oui, c'est vraiment dommage. C'est une catastrophe. C'est une calamité. Et on n'est pas encore arrivé là où on doit y arriver avec les routes. Bientôt, ce sera la descente de l'enfer. Donc, on a négligé le secteur routier pendant des années. On a fait du n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est arrivé à un résultat. Il n'y a plus de routes praticables dans nos villes. Pas seulement à Kinshasa, mais partout, dans tout le pays. Oui. Et pour plusieurs raisons. Moi, je pense que le secteur routier a été très mal géré. Comme tous les autres secteurs. Il y a dans les transports, il y a les routes, il y a les chemins de fer, il y a la navigation fluviale, il y a les aéroports, etc. Donc, les routes, le secteur routier a été très mal géré. Parce qu'on n'a pas compris qu'on ne construit pas des routes pour l'éternité. La route a une durée de vie. La route est construite pour supporter le trafic pendant un temps donné. Et la route doit être réhabilitée. Si vous laissez la route mourir, vous arriverez à des grosses réhabilitations. Les gens croient que quand on voit la couleur noire sur la chaussée, on dit bien cette route a été bien construite. Ce n'est pas ça. Je vais vous dire que quand vous voyez un revêtement routier en enduit superficiel, c'est-à-dire vous avez les gravillons sur l'imprégnation, cette route-là, lors de la mise en service, prenez déjà la précaution. Tous les 5 ans, il faut renforcer. Tous les 5 ans. C'est comme ça. C'est ça que nous avons étudié dans nos écoles d'ingénieurs. Et c'est ça que beaucoup de pays européens respectent. Enduit superficiel, tous les 5 ans, il faut revenir poser une autre couche d'enduit. Pas reconstruire, mais poser. Poser. Okay. On pose. On pose pourquoi? Pour lui
donner plus d'importance, parce que l'importance résiduelle est là, mais il faut lui donner plus d'importance pour revenir au niveau initial. Ça, c'est obligatoire. Vous voyez, dans des pays développés, dans des pays organisés, une route en bon état, vous voyez des machines venir poser, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a. C'est ça la norme. Et si c'est en enrobé, c'est-à-dire le béton bitumineux que vous voyez là, il faut revenir systématiquement, tous les 7 ans, remettre 2 cm, 3 cm d'enrobé sur la route. Et bien avant de le faire, il faut contrôler. Parce que la route peut se dégrader très tôt. Si au niveau de la construction, on a négligé certains éléments. Ça peut amener à la dégradation tout oui, prématurément. Parce que il faut étudier la route. On étudie la route à partir du sol sur lequel la route doit reposer. Le sol de plateforme, la couche de fondation, la couche de base et le revêtement. Tout ça doit faire partie de l'étude et aussi du contrôle. Du contrôle a priori et a posteriori. Ça. Si on n'a pas contrôlé suffisamment les choses, eh bien, on peut arriver à des dégradations. Des dégradations qui peuvent naître de l'intérieur, de bas vers le haut, ou qui peuvent partir du haut vers le bas. Je parle, par exemple, de compactage. Si on n'a pas bien compacté la route, parce que le compactage, c'est quelque chose qui est recommandé. Mais il faut faire un compactage normal. Un sous-compactage conduit à des tassements, des affaissements. Un surcompactage, c'est-à-dire on a compacté plus, conduit à la destruction des éléments qui sont dans les couches, en particulier la couche de base. Si vous avez par exemple des gravillons, vous posez, ou les grès de carré-graisse, vous posez, il y a justement la pression qui est recommandée pour compacter. Okay. Voilà. Si on a fait un sous-compactage ou un sous-compactage, on doit arriver à des dégradations. C'est-à-dire que lorsqu'on a conçu un cahier de charge, on doit recommander toutes les normes techniques d'utilisation in situ et au laboratoire. Ensuite, lorsqu'on a fait les travaux, on doit contrôler la mise en œuvre de chaque couche par des essais qu'on appelle essais de plaques, essais de compression, parce qu'on doit être sûr que c'est bien réalisé. La couche de base doit avoir un module normal dans le standard qu'on impose, et le revêtement aussi. La mise en œuvre, c'est quelque chose de compliqué, mais qu'il faut contrôler à chaque pas. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des routes qui sont construites 3 mois après, 6 mois après, il y a de la dégradation, mais alors que nous avons les boulevards triomphales qui tiennent, il y a la route qui mène vers Maluku, la route de l'Antilé, qui a été construite il y a plusieurs années, qui tient, mais à ce jour, des nouvelles routes construites, c'est 6 mois, si ça dure un peu plus longtemps, c'est une année que nous avons dégradation. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, si je dois me résumer, il y a d'abord au niveau des études. S'il y a eu des insuffisances dans les études, vous allez arriver à ce résultat-là. Et au niveau de la mise en œuvre, de l'exécution, s'il y a des insuffisances dans l'exécution et dans le contrôle, vous arriverez au même résultat. Donc tout ça, ça fait un bloc de sérieux qu'il faut mettre pour avoir une bonne route. Le boulevard triomphal a été construit dans les années 98, je crois, 99. Ça tient pourquoi? Parce que, on a utilisé un standard convenable, c'est-à-dire on savait que la route serait circulée, il y aurait un grand nombre de véhicules, et de véhicules lourds. Parce que en matière de circulation, il faut voir, on compte les véhicules lourds, les essieux chargés. Le boulevard tient. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bon drainage. On a étudié le drainage et quand il pleut, les eaux ne restent pas sur place. C'est vite évacué, le drainage. Pourquoi? Parce que peut-être que vous négligez encore. Ce boulevard est arrivé à un niveau que vous ignorez parce que après combien de temps on devait renforcer ce boulevard? On n'a jamais renforcé. Et ça, c'est le problème. Demain, vous allez commencer à avoir des dégradations parce qu'on n'a pas pensé à renforcer. La route tient, le boulevard tient, mais ça tiendra pendant combien de temps encore? Parce que la route s'use avec le nombre de trafic. À un moment donné, vous avez un trafic cumulé de 13 tonnes qui est très lourd. Ça va détruire la route. La route
l'éternité n'existe pas. Il faut penser à renforcer. Le temps de renforcement est déjà passé pour le boulevard triomphal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement passer à des essais de déflexion pour voir la déformabilité de la route. Okay. Et en conséquence, il y a la déformabilité de la route. Il y a aussi l'unité de la route. Il y a aussi des conditions de mise en œuvre de matériaux qui ont fait que, à un moment donné, si vous passez, il y a des tassements. J'ai vu des tassements. Donc, essayez de passer ce qu'on appelle de faire la déflexion. On fait des études de déflexion pour faire voir la déformabilité. Si la déformabilité n'est pas importante, on va calculer le renforcement en fonction de ce qu'on a trouvé. Voilà. Donc, il faut le faire maintenant. Parce que peut-être dans 5 ans, 10 ans, vous n'aurez plus le boulevard triomphal dans l'état où il est. Parce qu'on croit que ça va tenir jusqu'à l'infini. Non. Donc il faut le faire. Et la route d'Ancélé. Oui. La route d'Ancélé, c'est dommage. C'est une route qui a été faite pour les poids lourds. Les poids lourds. Parce qu'on pensait à la sidérurgie de Maluku, qui devait fonctionner et utiliser cette route. Mais il y a combien de véhicules lourds qui passent là-bas? Il y a combien de véhicules lourds depuis la construction? Combien de véhicules lourds passent là-bas? Cette route, c'est une dépense qu'on a faite. On a construit une route pour les meetings de 24 avril, je crois. C'était ça. Quand on va à Célé, on fait le meeting, les gens rentrent et tout ça. On n'a pas construit la route pour des intérêts économiques. C'est une route qui a été construite très chère. Ça a coûté cher avec des épaisseurs très importantes. Mais c'est une route qui n'a pas produit les effets escomptés. Non. Et ça tient. Ça tient parce que ça tient dans les temps. Dans les temps, ça tient visiblement. Je vous dis, ça tient visiblement. Mais si je me permets de passer avec la poutre Benkelman pour mesurer les déflexions, vous allez voir comment les déflexions ont évolué. Donc c'est une route qui attend un jour à se dégrader structurellement. C'est-à-dire que ça coûtera beaucoup plus cher que si on faisait un simple renforcement. Vous voyez la route à l'état visuel, nous voyons la résistance résiduelle de la structure. C'est différent. Madame Ruth, quelques questions à monsieur ingénieur Wangou. Merci beaucoup Alain Goulou, ingénieur Michel Wangou Bofotola. Vous êtes spécialiste des techniques routières. Quelles sont les normes requises d'utilisation d'une route? Ça, c'est une question importante. Comme toute route, la route est faite pour être sollicitée par un trafic. Et le trafic le plus dangereux, c'est le trafic lourd. Ce trafic lourd, il faut l'avoir dans les structures qu'on fait. Parce que la route comporte une structure. Si vous voyez bien, la plateforme, la fondation, la couche de base, c'est la couche de résistance et le revêtement. Eh bien, on doit observer et contrôler la façon dont ces différentes couches sont posées. Par exemple, on dit la plateforme. La plateforme, il faut avoir automatiquement un CBR, c'est l'indice portant californien, de moins 5. 3 à 5. Ça, c'est la plateforme. Mais il faut aller en fondation. Il faut aller en couche de base. Et il faut aller en revêtement. Pour arriver à trouver ces normes-là. Si vous ne respectez pas la portance de la route, la portance de chaque couche, vous allez arriver à des dégradations à l'avenir. Parce qu'il y a eu insuffisance. Et si vous avez surcompacté, comme j'ai dit, vous détruisez les matériaux. Donc il y a tout un tas d'éléments à prendre en ligne de compte pour réaliser une route. Il y a tout un tas d'éléments. Les matériaux, la mise en œuvre, le contrôle de la mise en œuvre. Parce qu'il faut contrôler. Et puis à la fin des travaux, avant que la route soit mise en service, un contrôle doit se faire. C'est-à-dire, on revient avec la poutre Benkelman, on va à la déformabilité initiale et on laisse la route évoluer. Après un temps, chaque année ou chaque 2 ans, on vient refaire encore la déformabilité pour voir comment ça a évolué. Même si, des fois, vous voyez, au lieu de faire 5 ans, si la route a été mal utilisée et la route a été mal confectionnée, vous allez voir les dégradations vont se faire voir. On peut même venir renforcer avant les 5 ans ou avant les 7 ans.
C'est-à-dire qu'il faut suivre la route. Il ne faut pas abandonner la route. Vous avez construit une route, il faut la suivre. La suivre par l'entretien, par les inspections, etc. Il faut suivre. Si vous ne suivez pas, les effets de bord, les accotements, les fossés, parce que souvent ce qui se passe dans la route de Bakongo, quand un véhicule tombe en panne, on laisse couler de l'huile ou du carburant sur la chaussée. Et bien, le carburant attaque l'enduit. Et vous allez avoir des dégradations à cet endroit-là, un jour. Le fossé. Ils enlèvent les Vénézuéliens qui sont dans le fossé, ils viennent, ils bloquent les routes des véhicules. Et quand ils partent, ils laissent le fossé dans cet état-là. Donc, quand l'eau des pluies va passer, ça va provoquer, ça va faire partir les matériaux et vous aurez des problèmes d'érosion, etc. Tout ça. Donc, il y a tout ça qui entre le comportement de l'homme. Ça, c'est aussi un problème. Comme dans la ville de Kinshasa ici. Tous les caniveaux sont bouchés. Tout à fait. C'est l'homme. Et quand c'est bouché, les eaux vont où? Les eaux restent sur la surface de la chaussée. Et comme je vous ai dit, l'eau étant l'ennemi numéro 1 de la chaussée, tout est voué à disparaître. Donc il faut aussi renforcer les drainages. Non, le drainage est un élément essentiel pour la suivi de la route. Le drainage. Bon, dans le temps, à l'époque belge, ça j'ai vu quand je voyage, quand je passe à Gombe, vous voyez des cylindres ED, office de drainage. Hein? Il y avait un office de drainage qui s'occupait du drainage dans toute la ville. Mais avec la zaïanisation, on a fusionné la voirie avec le drainage. Et je vais vous dire, je n'ai pas honte de critique, mais quand on a mis la voirie et le drainage ensemble, les gens se préoccupent beaucoup plus de la voirie parce que c'est la route, il faut passer. Le drainage est un peu mis de côté. Et je dois vous dire aussi qu'en 2000, j'ai fait des études dans la ville de Kinshasa. 85% d'érosion dans la ville sont provoquées par les ruptures de canalisation. Quand on construit la route, on fait des glissières, et lorsque ces glissières cassent quelque part, on ne contrôle pas. Et lorsque ça casse, ça commence à faire partie de la terre, la petite érosion en bas. Les pauvres sont là, on ne s'occupe pas d'eux. Mais plus on monte, sont les riches. Lorsque ça attaque maintenant les villas, on commence à parler de l'érosion. 95% des érosions de la ville de Kinshasa proviennent de la rupture de canalisation. Et la ville de Kinshasa a fait évoluer des érosions. J'ai été au BAU, ici, le Bureau d'études d'aménagement urbain. J'ai pris des cartes des années antérieures. Et à travers ces cartes, vous voyez comment les érosions évoluent. Donc on laisse évoluer les érosions. Et après 10 ans, 15 ans, on vient, oh, il y a des érosions. Mais on a laissé évoluer. Si on contrôlait bien les glissières et les canalisations, on n'arriverait pas à des érosions. Ça, c'est aussi important. Voilà, pour protéger justement nos routes. Est-ce qu'il y a une durée pour faire le contrôle de la route après sa livraison, par exemple, au trafic? Mais c'est ce que je dis. C'est pour combien de temps? Ici au Congo, on ne travaille pas dans un cadre coordonné. Le ministère des Transports et le ministère des Travaux publics, avec l'urbanisme, devaient travailler ensemble. Parce que quand vous passez dans les pays d'Europe, ou même en Afrique, vous voyez des câbles sur la chaussée. Ces câbles-là, c'est des câbles qui vont sur un équipement qu'on appelle le compteur de trafic. Le compteur de trafic. On compte le trafic lourd, on compte le trafic léger. À un moment donné, on dit que cette route est sollicitée par beaucoup de véhicules. Il faut soit construire une autre route ou dévier le trafic sur d'autres routes pour réduire le nombre de sollicitations ici. Ça c'est fait. Nous ne contrôlons pas. Avez-vous déjà vu un câble traverser la route ici? Non. Parce qu'on ne connaît pas le nombre de véhicules qui passent. Le trafic, il faut le maîtriser. Il y a le trafic T1, T2, T3, T4 en fonction du volume. Et ce trafic-là donne aussi des ennuis à la route. Nous ne collaborons pas ensemble. La circulation, c'est aussi un domaine à réguler. Parce que s'il y a une mauvaise circulation sur la route, eh bien, la route ne dure pas. Sur la route de Matadi, vous voyez les grands camions.
Vous avez le constructeur de véhicules a mis deux roues de chaque côté de derrière, parce que c'était pour la répartition des charges. Mais les commerçants, ils enlèvent une roue, ils enlèvent une autre, ils laissent une seule roue. Cette roue-là reprend toute la charge du véhicule et ça détruit la chaussée, parce que tout est concentré à ce niveau-là. Vous ne voyez pas, le véhicule passe, mais nous savons que c'est ce qu'on appelle l'agressivité du trafic. Un trafic agressif conduit à la destruction prématurée de la route. Comme vous dites, on a fait des routes 2 mois après, 6 mois après. L'un des éléments, c'est ça. C'est comme on disait à l'époque, le pasteur Ecofo, avec le volant à droite. Bon, le volant à droite, c'est pas ça, mais nous parlons du poinçonnement, de la destruction de la route. Nous prenons un cas précis. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa ou même dans l'arrière-pays, pour se déplacer par exemple vers la province du Congo central, il faut prendre beaucoup d'heures. Et ici à Kinshasa, n'en parlons pas. Y a-t-il une solution à trouver en tant que spécialiste de la route? Moi, personnellement, je dis que cette ville est déjà foutue dans son fonctionnement. Et la population en souffre. Bien sûr, parce que, imaginez, les gens construisent des buildings. Aujourd'hui, on assiste à des buildings qui montent. Mais vous construisez un building, vous n'avez même pas de parking. Il n'y a pas d'aire de parking. Ça, c'est un. 2. Vous construisez le building, mais vous ne pensez pas à l'eau que votre maison va évacuer sur la chaussée. Vous ne pensez pas. Les eaux, j'ai visité, parce que je ne suis pas d'ici, hein, je vis à l'extérieur, j'ai visité le quartier Météo. Dernièrement, on a construit des immeubles avec comme route un petit truc. Il n'y a même pas moyen de canaliser les zones de pluie et les eaux usées. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont construit. Les bourgeois qui se sont réveillés il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un désastre. Vous allez arriver à des choses impossibles demain. J'ai parcouru tout ça, météo. Je dis, mais on a construit des beaux bâtiments, tout ça, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de drainage. Voilà. Donc, si vous ne tenez pas compte de drainage, s'il n'y a pas des aires de stationnement de véhicules sur la route, les bus, ça crée quoi? L'embouteillage. Quand on a la route, on doit donner à la route tous ces équipements. Les aires de stationnement, le fossé pour donner les eaux. Ce qui n'est pas le cas ici. Prenez Ngouma. Vous avez une aire de stationnement? Non. Quand un véhicule s'arrête, tous les autres véhicules sont obligés d'attendre. Il n'y a pas de dépassement. Alors, pour moi, il faut définir un nouveau schéma directeur d'aménagement urbain. Il faut définir ce schéma-là. Ce schéma consistera précisément. Ce schéma va vous donner des éléments d'urbanisme. Les zones résidentielles, les zones d'activité, les écoles. Je ne sais pas si vous avez des parcs ici. Vous avez déjà vu des parcs dans la ville de Kinshasa? Parcs où on a planté les herbes, tout ça, les enfants viennent jouer. Je ne sais pas. À tout endroit, vous voulez construire. Partout, construire. Mais finalement, comment gérer le cadre de vie? Donc, moi, je pense qu'il faut il faut mettre sur pied un nouveau schéma directeur qui va définir que les routes doivent passer ici. On doit démolir certaines maisons pour faire des routes de la voirie. Il faut passer par ça. Il y a des quartiers entiers qu'on peut détruire. Il y a même des quartiers comme le quartier de haut standing, mais on doit détruire pour faire les routes. Sinon, vous allez quitter la ville de Kinshasa pour aller à la périphérie. Voilà. Merci, ingénieur Michel Wangou. Parlons du schéma directeur d'aménagement urbain. Quand vous dites qu'il y a des quartiers entiers qu'il faudra détruire, oui. À ce jour, les gens qui nous suivent se posent la question, mais à quoi vous faites allusion? Quelqu'un qui a déjà construit sa maison, vous lui demandez, c'est vrai que ça sera fait moyennant de l'argent. Il faut exonérer. Oui, mais ça sera un peu absurde. Pourquoi ne pas évoquer peut-être de créer une nouvelle cité vers Ntsélé, vers Non, moi quand je dis il faut casser les quartiers entiers, ça veut dire qu'il faut essayer d'étudier un nouveau schéma, un nouveau plan de transport dans la ville. Vous savez, je félicite un peu le vice-premier ministre Bemba
avec ce qu'il vient de faire, qu'on donne le matin, vous prenez dans un sens, l'après-midi, ainsi de suite, au moins, ça commence un peu à tenir. Il y a des inconvénients, bien sûr, mais des fois, vous descendez, comme aujourd'hui, nous sommes venus, c'était bien. Il a déterminé le sens, le matin, l'après-midi, etc. Ça, on commence déjà à réfléchir sur le problème du transport. Lorsqu'on pousse la réflexion plus loin, on doit arriver à créer de nouvelles routes. Bon, les Congolais pensent à créer des routes en étage. J'en ai vu au Brésil, il y en a, mais on peut créer de nouvelles routes en exonérant certaines personnes, parce que les routes doivent passer dans des quartiers. Donc ce n'est pas mauvais. On ne détruit pas tout le quartier, mais là où la route, là où les nouvelles routes vont passer, parce qu'on va faire aussi de l'assainissement. L'assainissement, c'est un problème dans la ville de Kinshasa ici. Beaucoup de maladies naissent à cause de manque d'assainissement, de l'insalubrité, tout ça. Parce qu'on jette tout. J'ai vu à Kinshasa, où les c'est malheureux. Vous voulez rester comme ça? Les gens qui sont à Barumbu, ils vivent comment? Vous voulez rester comme ça? Non, il faut quand même moderniser. Il faut moderniser nos routes, moderniser nos cités, moderniser notre environnement. Dans une ville où il n'y a même pas de station d'épuration, dans une ville où il n'y a rien, vous allez fouiller, vous l'avez dit Kinshasa d'ici 5 ans, tous ceux qui construisent des buildings vont abandonner ces buildings pour aller à la périphérie. Et si on peut construire de nouvelles villes périphériques, c'est aussi une solution. Une autre question, parlant de la construction de routes. Est-ce que toutes les routes sont construites de la même manière? Mais quand je vous ai dit ici, je crois, au début, que c'est tout le monde qui est dans la route, dans ce pays. Les institutions sont dans la route. Il ne reste plus que le Parlement qui doit faire ses routes aussi. Moi, je crois. Je crois que demain, on apprendra que le Parlement est en train de faire construire une route quelque part. Parce que le secteur routier est maintenant coupé en morceaux. Il n'y a plus d'action commune, de planification, de programmation de l'entretien des routes. Non. On apprend seulement qu'on est en train de construire une route dans le Katanga, dans le Kivu, tout ça. Qui construit? Qui a fait l'adjudication? Qui a fait le cahier de charges? Qui a contrôlé les travaux? Qui contrôle les travaux? Nous ne savons pas. Il n'y a plus de règles de bonne conduite dans le secteur routier. Donc si vous voulez, comme tout le monde fait les routes, eh bien on doit arriver à des résultats différents. Parce que tout le monde fait les routes. Il y a des cellules, il y a des agences, tout ça. L'office de route est démembré complètement, l'OVD aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Je crois que vous avez compris ce que j'ai dit. Parce que l'office de route n'existe plus comme tel, avec du matériel. L'office de route n'a pas de matériel. Comment vous allez faire des routes sans matériel de compactage? Comment vous allez faire des routes? Il y a des insuffisances dans les provinces, il n'y a rien. Et vous allez parler de l'office de route. Il n'y a rien. Moi, j'ai vu à l'Équateur, on a fait des routes, on dépose des matériaux, mais il n'y a pas de compacteur. Toute la province n'a pas de compacteur. Comment feront-ils de bonnes routes? C'est ça le problème. L'office de route qui a existé n'était pas mauvais. Mais on a demandé l'office de route pour faire du n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats. Le contrat chinois, il y a des routes qui sont parties. Voilà. C'est ça le résultat. L'office de route avait toute la possibilité, tous les moyens pour faire des études et contrôler aussi les travaux. Aujourd'hui, l'office de route n'a plus ces moyens-là. Pas de matériel. L'office de route est devenu une simple administration publique. Et comment voulez-vous qu'on ait des routes ici? Vous savez, les entreprises cherchent toujours à gagner. Si vous ne les contrôlez pas, elles vont toujours fausser les choses pour aller vite. En plus de ça, votre ministère des Finances, le ministère des Finances, ça c'est un calvaire. Pour sortir l'argent, pour l'entretien des routes, pour les travaux, c'est tout un calvaire. Et vous savez, la route, c'est comme nous travaillons comme les médecins. Quand vous commencez les travaux, c'est comme quand un médecin ouvre le ventre de quelqu'un. Il doit avoir
tout à côté pour fermer. S'il n'a rien, évidemment, l'infection. La personne va mourir. C'est ça la route. Vous commencez à faire la route, 2 jours après, il n'y a pas d'argent. Ce que vous avez fait va partir avec la pluie, avec les intempéries. Ça va partir. Et si ça part, nous sommes techniciens. Il y a la pollution des couches successives. Et quand vous allez maintenant avoir l'argent, vous faites n'importe quoi, le résultat est connu. Il faut une planification, une programmation physique et une programmation financière. C'est-à-dire qu'à chaque étape, quand on construit, on arrive à la couche de fondation, l'argent est là pour la continuité. On arrive à la couche, l'argent doit être là. Mais quand vous attendez l'argent jusqu'à fermer le chantier et revenir 6 mois après, ce n'est plus la même route. Y a-t-il une différence entre la construction des routes, comme vous venez de le dire, avec l'enrobé et les routes en terre? Les routes en terre, c'est dommage, parce que, vous savez, les routes en terre, les Belges, les gens disent toujours que voilà, ils vont faire du cantonage manuel. Vous n'allez pas faire du cantonage manuel sur les routes régionales, prioritaires ou secondaires, parce que ces routes sont en terre. Moi, de ma vie, j'ai vu une seule barrière de pluie. Une seule barrière de pluie sur la route de Mosenge-Walikale. Quand je contrôlais les travaux des Chinois sur l'axe Kissamani-Bukavu, j'arrive, je vois la barrière de pluie. Et comme il pleuvait, la barrière était levée. C'est-à-dire que cette barrière de pluie fonctionne quand il n'y a pas de pluie. Mais quand il y a la pluie, les gens ne savent pas où se cacher. Ils laissent la barrière, ils lèvent la barrière et ils vont chercher où se cacher. C'est ça que j'ai vu. Les routes en terre sont des routes vulnérables, fragiles. Quand il pleut, il faut arrêter la circulation. Et lorsque la pluie a cessé, il faut attendre un temps pour que les eaux se dégagent sur la route. Ça, c'est 1. 2. La route en terre est faite pour un tonnage connu. Les véhicules qui passent aujourd'hui dans ces pays, sur les routes en terre, doivent nécessairement détruire la route. Parce que la route en terre n'a que la couche d'amélioration et la couche de roulement en terre. Ce sont des routes vulnérables. Il y a des routes en terre qui sont appelées à être revêtues. Vu le tonnage et le nombre de trafics cumulés. Ne pensez pas que vous allez faire la route en terre pour que les véhicules passent tous les jours. Non. J'ai fait l'axe Kisangani, Isiro, Kisangani. C'est les routes en terre. Kisangani, Bukavu. En terre. J'ai fait Kabinda, Boujma et Kabinda, Lubao, Lodja, Lubef, Lodja, Demba jusqu'à Kanaka. C'est des routes en terre. Mais il y a des routes où il n'y a pas de trafic du tout. Vous avez un seul véhicule tous les 6 mois. Mais il y a des routes où vous avez beaucoup de véhicules qui passent. C'est des routes en terre. Ces routes sont appelées à être revêtues, quelle que soit la situation. Et si on veut faire de cette route, on dit voilà, la route, ça, ce ne sont plus des routes en terre. Ce sont des routes qui doivent être revêtues. Comme l'axe Kisangani-Bukavu. Il faut revêtir. Parce que la route est faite pour une raison. On ne fait pas la route pour le plaisir. La route est faite parce que la route est un bien économique. Un bien économique qu'il faut rentabiliser. Le taux de rentabilité interne de la route, c'est un élément important. On a fait la route à l'époque Mobutu. On a fait la route de Kikwit-Kinshasa. Qu'est-ce que cette route a donné en termes économiques? Ça a donné quoi? Parce qu'il faut le dire. Ça a donné quoi? Cette route n'a donné que l'exode rural. Les quartiers de Massina et Kingasani, tout ça, existent grâce à cette route. Pendant que la route de Kinshasa-Matadi a créé la commune de Selembao. Vous savez, le fleuve Congo, la navigation sur le fleuve, ça a créé la commune de Kinshasa. Parce que la route a des effets d'entraînement. Pour bien faire la route, il faut penser justement aux activités économiques. Créer des pôles de développement
relier maintenant ces pôles. À ce moment-là, les gens restent chez eux et les échanges économiques se font. S'il n'y a pas d'échange économique, il n'y a pas de développement. Donc il faut faire la route. La route, c'est nécessaire. On ne fait pas la route pour les meetings, non. On doit faire la route. C'est comme quand vous avez construit un hôtel. Vous n'allez pas construire un hôtel de 5 étoiles à Ingende chez moi là. Non, il n'y a rien comme activité. 5 étoiles qui vont occuper les chambres là-bas. Donc il faut voir l'aspect économique de la route. Merci beaucoup. Quelques questions. Ingénieur Michel Wangou, vous avez une bonne expérience de la route. Est-ce qu'il vous arrive de faire des propositions au nom du gouvernement, parce que le président de la République a axé son programme particulièrement aussi sur la modernisation des routes qui pose problème aujourd'hui? Il vous est déjà arrivé de faire une proposition? Par où passer? Par où passer pour faire une proposition? Puisque vous avez déjà des experts. Il y a des gens que j'ai vus, mais qui ont plutôt peur de moi. Parce que je vois des gens qui gèrent aujourd'hui quelque part, tout ça. Cette peur-là, ils ont peur. Ils ont peur. Ils pensent que ils pensent que on vient leur ravir leur poste. C'est ça. C'est ça la peur. Ça la peur. Alors, ils pensent que ce vieux-là va nous chasser d'ici. Alors, on ne sait pas faire de propositions. Et en plus de ça, le milieu est opaque. Vous n'entrez pas dans ce milieu. C'est difficile de pénétrer ce milieu. J'ai des amis que je connais qui sont à la présidence, tout ça, les conseillers, tout ça. Mais ils savent que je suis là. Mais comment? Un peu partout dans les ministères. Voilà. Et puis, d'autre part, si vous allez conseiller des gens qui ont d'autres ambitions dans leur tête, vous devenez leur ennemi. Quand quelqu'un vient chercher l'argent, au lieu de chercher à faire du bon travail, vous allez le conseiller, vous allez lui expliquer tout ça. Il n'a pas le temps. Lui, c'est pas ça. Et il sait que le mandat est court. Il faut qu'il travaille bien pour remplir ses poches et partir demain. Donc, moi, je pense que c'est un problème de conscience. Il faut que le Congolais prenne conscience de la situation de son pays et qu'il puisse vous dire, voilà, je vais rendre un service à mon pays dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et nous sommes là. Nous sommes là pour encadrer les entreprises, encadrer les bureaux d'études, encadrer le gouvernement dans le domaine du secteur routier. Et en particulier, et le secteur du transport en général. Parce que, vous savez, mon diplôme d'ingénieur des travaux publics de l'État, renseignez-vous en France. Que font les ingénieurs des travaux publics de l'État? Nous sommes dans les transports, nous sommes dans l'environnement, nous sommes dans les routes, nous sommes dans les voies navigables, et nous sommes dans les transports aériens, les chemins de fer. Et nous sommes des ingénieurs des travaux publics de l'État, donc nous gérons tout ce qui est travaux de l'État. Nous sommes compétents dans ce domaine-là. Et renseignez-vous, vous verrez. J'étais à l'office de route, mais quand on m'a affecté à la RVA, après l'office de route, DGA, je n'ai pas souffert. Parce que j'ai étudié aussi les bases aériennes, les aéroports en France, pendant que j'étais à l'école des ingénieurs d'État. Donc nous sommes polyvalents. Et moi, je suis disponible. Je ne cherche pas à faire des millions, mais je cherche à exposer mes compétences et mon savoir-faire dans ce domaine-là. Si je peux être utile au pays demain, eh bien, appelez-moi. Vous avez retracé parmi les éléments d'entretien d'une route, il y a aussi le comportement de la population. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à la FM Télévision, oui, face au public. Avez-vous un petit conseil à donner pour entretenir? Le conseil à donner, il y en a. Mais il y a aussi le conseil à donner aux gens qui étudient des projets. Aujourd'hui, vous avez vu dans toute la ville, les canalisations à ciel ouvert présentent beaucoup d'inconvénients. Les canalisations à ciel ouvert. Les gens jettent n'importe quoi. Ça, il faut étudier, maintenant, savoir quel type de canalisation il faut faire. Il faut parce que quand moi je passe à Paris ou à Atlanta ou à n'importe quelle ville d'Europe aux États-Unis, je ne vois pas les canalisations à ciel ouvert. Non, ça n'existe pas. Tout est colmaté dans des canalisations enterrées. J'ai travaillé pendant 6 mois à Marseille, quand j'étais à la fin de mes études, dans une entreprise qui construisait le 2e émissaire de Marseille.
135 mètres de profondeur, 12 km, avec des appareils de haut rendement comme les tunneliers, pour ouvrir et gérer les eaux usées de la ville de Marseille après la station d'épuration. Mais nous devons arriver à ça. La ville s'est développée. Au lieu de rester dans des canalisations à ciel ouvert, essayons de réfléchir pour canaliser les eaux autrement. En plus, on doit étudier les bassins versants. Les chefs coutumiers, c'est ce qui sont des chefs, ils ont loti, ils ont fait le lotissement dans le désordre. Ce sont des ignorants. Ces gens ne valent rien, mais ils conçoivent le lotissement selon eux. Et puis, le ministère de l'urbanisme ou des affaires foncières valide tout ce qu'ils ont fait. On donne les titres de propriété. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont tenu compte de l'assainissement? Parce que l'assainissement ne se fait pas au hasard. Ils ont défini le bassin versant. Parce qu'il faut définir le nouveau bassin versant de la ville de Kinshasa pour voir comment se fait le partage des eaux et concevoir des ouvrages en conséquence. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau-là. On a construit de nouveaux quartiers, mais on n'a pas pensé justement à l'assainissement. Il est temps de revenir aux études de bassin versant et savoir comment canaliser toutes ces eaux. Et je suis d'accord qu'on puisse reconstruire, mais éduquer aussi la population. Vous savez ce qui se passe quand il pleut? Quand il pleut à Bandalou, Lemba, Kinshasa, les gens démontent leurs faux sceptiques. Ils démontent et les autres... Chacun verse même la poubelle dans les canaux. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est le comportement de l'homme congolais. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de forage. De forage. J'ai même vu une émission, on parle de forage vers Lingwala. À Barumbu, le forage, tout ça. Mais moi, j'ai peur. On ne doit pas faire le forage n'importe où. Pourquoi? Parce que, justement, les toilettes des gens sont là, les faux sceptiques sont là, les plus perdus sont là, et toutes ces eaux sont données dans la nappe phréatique. C'est là qu'on puise avec le forage. On puise de l'eau de la nappe phréatique. Et si 10-15 maisons ont justement utilisé l'eau de la nappe phréatique, vous savez ce que vous buvez. En Bandaka, il y a un quartier où déjà les gens sentaient de la mauvaise odeur dans les eaux de pluie. Les eaux de pluie. Alors, il faut gérer la ville. On ne gère pas la ville avec des meetings. Non, on gère la ville avec des connaissances. Des connaissances. Personne ne pense à ça. Nous, les techniciens, nous voyons. Si vous voyez ma formation, on dit toujours, l'ingénieur est là pour étudier et réaliser un cadre de vie agréable. Et le cadre de vie, ça englobe tout. Les transports, l'assainissement, l'environnement, tout. Il faut des gens qui réfléchissent comme ça. Sinon, voilà. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Michel Wangou. Mais avant de terminer, parce qu'on nous fait déjà signe que nous sommes arrivés à la fin, en lisant votre parcours, vous avez été PDG AI de la RVA. Une question m'est à la tête. Oui. Les pistes d'aviation sont aussi conçues de la même manière que nos routes. Bon, je vais vous dire d'abord que nous parlons des infrastructures. Et c'est le ministère des Infrastructures qui doit, entre autres, comme pour les routes, entretenir les pistes, construire les pistes. La RVA est là pour gérer l'entreprise, gérer le trafic, et gérer les équipements, contrôler les équipements. Ça, il faut comprendre ça. La RVA ne gère pas les infrastructures. Les infrastructures, c'est du ressort du ministère des Infrastructures. Voilà. Et votre question, c'était... La question, c'est celle de savoir, est-ce que ces pistes-là sont construites de la même manière que nous? Non, parce qu'il y a moi, j'ai fait des pistes aussi. Le module, ici, sur la route, vous avez des plaques. C'est des plaques pour étudier le comportement de la couche de base, etc. Dans
les aéroports, les pistes, on utilise le module de Westergaard, qui est un autre module. Vous savez, chaque couche a un module. Le module, on appelle ça module résistant. Même sur la route, il y a le module résistant, c'est-à-dire d'en haut vers le bas, et puis il y a le coefficient de Poisson pour voir la partie transversale. Alors justement, les pistes ne sont pas calculées de la même façon parce que les pistes n'ont pas le même roulement, le même surface de roulement que les routes. Il y a des calculs pour ça, mais pas comme les routes, pas de la même manière. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Michel Bang. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot à tous ces Congolais qui vous ont suivis. Lors de notre petit briefing avant l'émission, vous nous avez dit que vous étiez un enfant d'un ancien militaire. Si vous avez un message par rapport à ces enfants. Je suis fils du premier sergent-major au Fotola, Pierre. Il est décédé depuis 2012. J'ai passé toute ma jeunesse dans des camps militaires. J'ai grandi dans les camps militaires et j'ai terminé l'école primaire dans les camps militaires, ici au Kankolo. J'ai fait tout le pays avec mon père. Et même quand j'étais étudiant à l'UBTP, j'habitais le camp Kokolo. Vous savez, nos parents, les militaires, la vie que les familles de militaires mènent, vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui, ils sont au front, leurs enfants. Demain, on les appellera des chégués. Parce que l'encadrement qui s'est fait n'est pas suffisant. Vous savez, les enfants des militaires, nous sommes des rares qui avons évolué, des rares. Moi, j'ai vu les enfants des généraux, les enfants des colonels qui sont devenus des délinquants, je les ai même engagés quand j'ai travaillé. Les militaires souffrent. Pensez à leur famille. Pensez à nos mamans qui restent là, qui attendent avec le maigre salaire qu'elles touchent. Le maigre, c'est pas le salaire. Ces gens-là souffrent. Les femmes de militaires souffrent. Pensez à la vie que les enfants de militaires mènent. Ils n'ont pas d'avenir, ces enfants de militaires, surtout aujourd'hui. Ils n'ont pas d'avenir. Comment une maman peut scolariser 2, 3 enfants, même si on parle de la gratuité, bon. Mais il n'y a pas que ça. Donc pensez, que la population pense un peu aux familles des militaires, aux enfants des militaires. On n'imagine pas la vie qu'ils mènent. Moi, j'ai fait 7 ans. Je n'ai pas vu mon père. Il est parti en 61, au Kasaï, dans le bataillon, 13e bataillon, infanterie. Ils ont été pacifiés. Le Kasaï, pacifié. Le Katanga, il était même membre de l'ONU Congo. Il a été plusieurs fois ici en Angola. Le Jean Scram à Bukavu, tout ça. Et j'ai vu mon père 7 ans après. Beaucoup de ses amis sont morts. Et beaucoup de nos amis dans les camps militaires sont devenus des délinquants, des malheureux, parce qu'ils n'avaient plus de parents avec eux. Donc pensez à ces familles-là de militaires et aux militaires qui sont au front, qui ont laissé leur famille dans des conditions que vous connaissez. Voilà. Merci beaucoup. C'est par ce mot de l'ingénieur Michel Wangou Bofotola que nous allons mettre un point final à cette émission FM Exclusivité. Ceux qui ont peut-être de propositions à faire ou qui veulent venir rajouter des choses par rapport à ce que nous avons suivi aujourd'hui, notre numéro est là sur le bas de vos écrans. Vous pouvez toujours appeler pour permettre à ce que les Congolais aient plus de connaissances sur le domaine de l'infrastructure. Au revoir chez vous et meilleurs vœux à tous les téléspectateurs.